transmission des ondes. Bon samedi tout le monde, auditrices et auditeurs fervents de Zone Insolite. Il y a déjà 2 mois qu'on a eu notre première, le temps passe vraiment vite. Je suis Jenny Tousignan, votre co-animatrice, et avec moi il y a Gilles Thomas. Salut, comment vas-tu? Bonjour Jenny, oui je vais très bien, et toi? Je vais bien, merci. Eh oui, déjà 2 mois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission d'OVNI, qui signifie Jenny? Objet volant. Non, surtout pas, arrête, c'est du complotisme. Cela signifie où vont nos impôts. Une nouvelle émission sur la fiscalité en ufologie. Tu t'es pas trompé de studio, toi? Comment ça? Ici, c'est Enquête de terrain et du personne dans la confusion, s'il te plaît. Ah oui, pardon, je veux blaguer. Quoique, ça pourrait être un bon sujet d'enquête. C'est vrai. Peux-tu rappeler le terme de notre émission, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Enquêtes de terrain sont des émissions enregistrées sur le terrain, dans le cadre d'événements ufologiques en tout genre. Ainsi, vous allez découvrir au fil des épisodes, par le biais d'interviews d'ufologues, de veilleurs, d'archivistes, de contre-enquêteurs, de n'importe quelle tendance, les différents aspects, visages de l'ufologie de terrain en France. Des cas d'OVNI, d'OANI et de méprises et canulars. Ainsi, l'ufologie de terrain n'aura plus aucun secret pour vous. Merveilleux. Je pense qu'il faudrait en fait se présenter, parce qu'on n'a pas eu trop le temps la dernière fois. Il y avait eu des petits problèmes techniques. Ah oui. Donc, pour ma part, je vais de Montréal, et toi? Moi, je suis de Perpignan, en pays catalan ou dans le sud de la France. Ce qui fait que notre émission est une production franco-québécoise. Et sinon, Jenny, tu peux nous en dire plus sur toi? Bien sûr. Je suis avant tout une artiste et activiste. Je suis en préparation actuellement d'un roman et j'ai tout récemment créé une fondation pour la prévention du suicide. Donc, les causes sociales me sont très importantes. Eh bien, merci Jenny de ta réponse. Comme tu le sais, je soutiens ta fondation à 100%. Et oui, le suicide est encore aujourd'hui, hélas, un sujet tabou dans la société. J'y suis passé par moments avec des idées bien sombres. Mais revenons sur notre sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux phénomènes inexpliqués et expliqués? Eh bien, j'ai vécu des expériences paranormales à partir de 9 ans. Des choses du genre une chorale de voix sortie de nulle part alors que j'étais très seul à la maison pendant quelques heures. Ou sinon encore des bruits de grattements contre un meuble de nuit dans ma chambre alors qu'on n'avait pas d'animaux. Et ces grattements semblaient avoir un agissement intelligent dans le sens où ça réagissait à comment je me sentais. Et pour terminer, un objet volant non identifié que j'ai aperçu avec ma mère au début des années 2000. Disons que ça m'a bien préparé au sujet. Ah oui, effectivement, tu as été bien préparé. Mais j'aimerais en savoir plus sur ton observation. C'est arrivé au moment où j'habitais encore à Sainte-Croix, au Québec, avec ma mère, son défunt mari et leur fils. On était dehors, moi et ma mère, un soir d'août 2001, je crois que c'était au Perséide. Et c'était vraiment proche de minuit. Ce qui est arrivé, c'est qu'on était toutes les deux seules. Son mari était rentré se doucher. Mon petit frère dormait dans le fond. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que on a ressenti le besoin de se retourner, toutes les deux, et on a aperçu au loin un objet, comme une sorte de roche, un énorme rocher, selon moi, qui faisait du surplace dans le ciel et qui avançait vraiment peut-être à 5 km/h, sans descendre ni monter. Ça allait vraiment à l'horizontale. Et c'était comme une sorte de roche, un gros rocher, mais ça agissait pas comme un météorite. Comment dire, il y avait de la fumée en dessous, donc une sorte de brume plutôt orangée. C'était vraiment particulier. Et ma mère m'a demandé d'aller chercher son mari. Alors, je suis rentré à ce moment-là et puis ma mère a vu le reste, incluant un rapprochement, mais moi, je l'ai pas aperçu. Donc, c'était vraiment particulier, ouais. Ah oui, c'est sûr, pour être particulier, c'était particulier.
Mais est-ce qu'il y a eu une enquête ? Pas à ma connaissance, non. Dommage, car c'est l'un des thèmes abordés dans l'émission d'aujourd'hui. Oui, absolument. Et toi, Gilles, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi? Eh bien moi, je m'intéresse aux mystères, aux phénomènes inexpliqués ou expliqués, à l'ufologie, au paranormal depuis mon enfance, car mes parents avaient souvent l'habitude de regarder l'émission Mystère à la télévision, et donc c'est à partir de ce moment-là que je suis tombé dans la marmite. Après, certes, au fil du temps, j'ai eu des lectures de magazines qui parlaient de nombreux phénomènes mystérieux. J'ai été amené après à faire des veillées, des recherches, des rencontres dans le cadre de ma web TV ODH TV, qui signifie donc OVNI dans l'histoire. J'ai rencontré de nombreuses personnes de n'importe quelle tendance aussi, toujours dans le cadre des interviews, ou même au cours de conférences ou d'événements en ufologie en tout genre. Mais bon, ça prendrait toute une émission de parler de tout ça. Merci Gilles, on en parlera peut-être plus tard dans un autre épisode. Oui, bien sûr, et comme dit précédemment, plus en détail. En effet. Qui recevons-nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on reçoit 3 invités, dont Bruno Botta, ufologue, membre de l'association du SCO, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques, d'OVNI Paris, du GUI, groupe d'ufologues indépendants, et reporter d'ODH TV de la région Île-de-France, mais également Anne, ufologue, membre également du GUI, correspondante des repas ufologiques de Paris, d'ODH TV et du SCO. Tu as d'ailleurs passé du bon temps en leur compagnie pendant un camping ufologique cet été. Oui. Ah oui, ça c'est sûr, et j'en garde de très bons souvenirs. Ce fut mémorable, des veillées, des randonnées, des enquêtes et recherches en tout genre. Ils vous en parleront peut-être au cours de l'émission, à condition que Bruno sorte de la chapelle. Attention, c'est du codé. Ah oui, cette fameuse chapelle, on va y revenir. Eh oui, et sans se cogner. Très bien, et tu as aussi discuté avec notre cher ami Rémi, je pense. Tout à fait. Eh oui, notre 3e invité de l'émission est Rémi Fauchereau. Petite description. C'est un ufologue du département de l'Yonne, mais également président de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens. Il est également membre du SCO, du CEOF, Centre d'études OVNI France, du Cercle Suricate de son département et reporter ODH TV de Lyon. Il est aussi auteur de nombreux ouvrages ou livres en ufologie. D'accord, alors allons-y avec notre premier invité. Eh bien, je vous retrouve à présent dans le département de l'Aude, du côté de Rennes-les-Bains, avec 2 enquêteurs de la région parisienne. Bonjour Bruno. Bonjour Gilles. Bonjour Anne. Bonjour Gilles. Comment allez-vous ? Très bien. Super. Alors, vous êtes là pour nous présenter votre jeune association. Oui. Tout à fait. Comment vous êtes rencontrés, vous deux ? Quand est née finalement cette association ? L'association elle est née de 2 assos. Anne connaissait super bien les repas ufologiques. Voilà. Et moi je faisais partie de OVNI Paris. Et en fait on a fait une association. Et comme on se croisait tout le temps dans les réunions, Oui. et qu'on avait envie d'être sur le terrain, on avait envie que ça progresse, que On y a ait des nouveaux enquêteurs. Voilà, on a commencé par faire des veillées. Et puis un jour, dans une veillée, on a rencontré un témoin. Oui. Et on a décidé d'enquêter. Et ça s'est enchaîné. Ensuite, on a rencontré d'autres témoins. Oui. Et en fait, on est devenu enquêteur sans même se rendre compte. Oui. En fait, naturellement. Et après petit à petit ça s'est lancé et maintenant on n'arrête pas. Voilà. Voilà, donc on fait une bonne équipe. Moi j'ai On s'entend bien. j'ai une petite partie logistique avec le véhicule et tout ça, donc on peut se déplacer. Et moi je me déplace. Et puis Bruno, il apporte sa connaissance aussi de l'ufologie. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Oui. D'accord. Et vous enquêtez sur l'ufologie ou sur l'ufologie, d'autres phénomènes ? Ufologie et autres phénomènes. Et phénomènes notamment, à la marge. Oui. D'accord. Notamment les shadow people. Je suis sur une grosse enquête là, actuellement avec Anne. Quels sont les buts de votre association ? Les buts de notre association, c'est déjà enquêter sur des cas que personne ne connaît.
essayer de faire progresser dans le domaine de l'ufologie, qu'on ait des nouvelles infos. Moi, c'est ce qui me motive. Oui, enquêter sur ces cas et en préserver la mémoire. Oui, ça c'est très permettre important. que ces cas soient portés à la connaissance des gens qui s'intéressent à la question et qui apportent peut-être plus d'informations sur ce qui peut se passer pour nous c'est la région parisienne, Oui. mais aussi partout où on est amené à se déplacer, si on rencontre des témoins, bien sûr, de les écouter et puis de répertorier ces cas. Notamment notre séjour ufologique, on a rencontré un témoin dans la région, dans le sud. Voilà, on en a même rencontré plusieurs, Oui, plusieurs, oui, tout à fait. avec des témoignages tout à fait solides. Ah oui, des cas vraiment très intéressants. Et sinon, comme je vous ai suivi pendant toute cette semaine, Oui, j'ai remarqué que c'était Anne qui prenait les notes et toi qui faisais les dessins. oui, parce que moi j'adore dessiner. Déjà à l'époque, je faisais des croquis. Et voilà, donc on se complète. Hein. Voilà. Anne, c'est plutôt écriture, moi c'est plutôt le dessin. Bon, après, moi, je m'occupe de l'ordinateur, puisque Aussi, voilà, aussi, il faut aussi rentrer tous les cas sur fichier. Un sacré boulot, quand même. Oui. Donc, rentrer toutes les catégories, enfin, toutes les questions. Hein, on a un certain nombre d'items à renseigner. En fait, quand on établit Rédiger. vraiment notre fiche d'enquête, on essaie de revoir s'il n'y a pas des choses qu'on a oubliées. Donc on essaie de rappeler les témoins pour avoir une confirmation. Donc, on leur renvoie le rapport Oui, et ils peuvent le corriger. voilà. On les incite même à corriger. Oui, il faut que ça soit confirmé par le témoin. Ce qui m'inquiète le plus, c'est quand le témoin me répond « Non, mais c'est parfait, ça correspond exactement. » Et là, je me dis, bon, soit j'ai été parfaite, soit c'est le témoin qui est pas assez précis dans sa tête et qui va pas me corriger alors que j'ai pu écrire quelque chose qui est pas tout à fait exact. Ou alors qui a donné ce qu'il avait. C'est vrai que des fois, on a des cas, il nous manque des éléments. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rappeler le témoin pour avoir des choses qui nous manquent dans le dossier, quoi. J'aime bien quand le témoin me corrige. Oui. Ça me rassure. Notamment la dernière enquête qu'on a menée là, dans le sud, j'ai fait un croquis et le témoin m'a rectifié mon dessin. Ça c'est important d'avoir son avis. Je confirme, j'étais témoin. Oui, J'ai pu voir. T'étais là, C'est vraiment très bien, je trouve. bah, merci. Parce que, comme vous le savez, j'ai fait pas mal de reconstitutions 3D. Oui. Et il y en a certains des témoins qui ont dit que c'est pas ça qu'ils avaient vu. Oui. Ouais. Et du le coup, pro- c'est pour ça que j'en faisais plus jusqu'à Et le présent. problème, c'est qu'après ça reste. Ouais, hélas. Oui. Ce qu'on veut pas, c'est donner une mauvaise image de la... De l'observation. Oui, Observation. oui, Et c'est pour ça que c'est même mieux les dessins oui. que la 3D. Et oui, tout à fait. Après, rien n'empêche de mettre le dessin dans le ciel, sur la Oui, photo. oui. Faire un photomontage, quoi. Oui, c'est pour ça que s'il y a des choses à modifier, il faut le faire. Faut pas hésiter. Au niveau des dimensions, des fois on peut se tromper. Au niveau de certains détails. Et ça, c'est important, quoi. Tout à fait. Parce que, comme le disait si bien l'ufologue Gilles Durand, dès qu'un dessin Oui. est posé, c'est foutu, c'est à vie. Ah bah oui, on a eu ça dans l'ufologie. Certains cas, qui avaient des dessins qui étaient établis et qui sont restés dans des livres. Et que maintenant, ça y est, on ne pourra Dans plus changer, l'imaginaire quoi. collectif, Oui. c'est resté comme ça. Oui. Voilà. Et il y a de nombreux cas, Beaucoup même. hélas. C'est pas corrigé, quoi. Bah, c'est comme les soucoupes de Kenneth Arnold qui n'avaient pas du tout une forme de Oui, soucoupe. parce qu'à la base, les soucoupes de Kenneth Arnold, c'était pas du tout ça. Hein. Ça ne correspond pas au dessin. Ça a pris toutes les formes après. Oui, Ouais. oui. De C'est pour ça boomerang, qu'il faut vraiment bien vérifier. Tout à fait, c'est très bien. Et c'est un travail de longue haleine. Oui, oui. Oui. Bah, t'as pu le Franchement, constater, Gilles, en Ah plus, oui. notre Mais travail. en un an, on a déjà plus de 5 témoins Oui, et plus 8 témoignages, puisqu'on a un témoin qui a eu 3 témoignages. oui. Donc, Elle a fait 3 observations. je trouve qu'avec le confinement et tout ce qui s'est passé entre 2019 Oui, bah, et 2020, pour nous, 2020, c'est une bonne année. on a quand même eu pas mal de témoignages. Oui. Et on ne Énormément. cherche pas vraiment parce qu'on a du boulot, on a notre métier, Ouais. donc on fait pas que ça. Et moi, j'ai eu un super témoignage pendant le confinement. Et moi aussi. Un cas très Donc et 2 toi aussi. témoignages Oui. et 2 témoignages super. Oui.
Pourrais-tu nous parler de l'affaire qui s'est passée le 23 avril 2015, l'affaire des triangles volants? Oui. Alors en fait, l'affaire, le témoin, c'est Pierre Dauchin. Et il a écrit un livre, Pierre Dauchin, voilà, donc récit d'un témoin de l'impossible, Oui. qui est particulièrement très bien écrit. Ah oui, oui. Enfin, c'est un homme de lettres et vraiment, il raconte son histoire et comment il a été confronté à l'incrédulité. C'est une personne qui a les pieds sur terre. Et vraiment, voilà, pour nous, c'est un témoin plus que crédible. Fiable, tout à fait. Et donc il a observé ça le 23 avril 2015, mais comment ça s'est passé, son observation? Ah, mais il était dans son jardin. Voilà, il était en fait en train de passer la soirée dans sa véranda. Oui. Il a une très très jolie, un beau window dans lequel il aime bien passer ses soirées. En fait, c'est une véranda qui a une vue sur son jardin, en fait. Qui a une vue, voilà, absolument plongeante sur la vallée. Et il s'était un peu endormi. Et il s'est réveillé vers 23h30 minuit, je crois. Oui, oui. Et il voulait aller se coucher. Et au moment où il s'est réveillé, il a vu ces deux objets qui arrivaient dans la vallée. Et il les a observés avec beaucoup d'attention. Il a même appelé une de ses amies qui s'est également réveillée, qui est allée voir à sa fenêtre, qui malheureusement n'a vu que les lumières, en fait, parce qu'elle était placée différemment. Et qu'en plus elle n'avait pas mis ses lunettes, donc elle était un peu gênée pour voir vraiment les objets. Mais elle a vu, elle, les lumières de ces objets. Et ça a duré quelques instants. Ils sont partis, revenus. Ils sont arrivés au-dessus de la vallée, sont restés à la fois un peu statiques et en bougeant au-dessus de la vallée, au-dessus du marécage, puisqu'il y a un marécage en bas de cette vallée. Et ensuite, ils se sont éloignés et revenus avant de repartir complètement. Voilà. Donc ça a duré quand même un certain temps. Et on a eu le cas de Sylviane. Oui. Qui se rapproche au cas de Pierre Dauchin. Oui. Parce qu'il y avait aussi plusieurs triangles. Et là, elle a parlé plus d'une forme d'escadrille. De formation, oui. Ouais, une formation. Et là, c'était des triangles aussi éclairés de dessous. Par contre, les lumières n'étaient pas tout à fait les mêmes. Oui. Et il y avait un point important, surtout. C'était le dessus. On pouvait distinguer le dos dessus. Oui. Et alors, ça, c'est important. Une sorte de cockpit éclairé de l'intérieur. Oui. Alors, l'épaisseur relative par rapport à la grandeur des triangles n'est jamais très élevée. Et ça interpelle aussi pas mal. Et donc, le fait qu'il y ait cette espèce de petit dôme au-dessus, on peut imaginer que c'est une sorte de cockpit, par exemple. C'est ce qu'on pense. C'est difficile. Après, voilà, il faut rester très très neutre. Et Sylviane, c'est un témoin d'une neutralité, d'une rigueur absolue, c'est-à-dire qu'elle nous a même corrigé. Elle rejoint le témoignage de Pierre Dauchin. Exactement. Elle nous a même corrigé notre récit en disant qu'on était allé trop loin dans l'interprétation. Donc elle nous a vraiment corrigé en disant voilà, il s'agissait plutôt d'une flottille, une petite escadrille. Au début, j'avais dit qu'il y en avait trop, donc elle a corrigé. C'est vraiment des gens très très fiables et très crédibles en fait. Des personnes de confiance. Elle tient vraiment à ce que la réalité ne soit pas déformée, qu'on n'exagère pas son cas. Donc je trouve ça vraiment tout à fait remarquable. Et ce qui est très intéressant dans ce cas, c'est que ça s'est déroulé au début des années 80. Oui, tout à fait. Donc elle a corrigé elle-même tous les points de détail qui n'allaient pas dans le récit qu'elle nous a fait. Oui. Et je pense que c'est vraiment aussi un témoin d'une très haute fiabilité. Oui, j'en suis convaincu. En sachant qu'il y a eu d'autres témoins. Oui, elle n'est pas la seule. Voilà, elle n'est pas du tout la seule. Sur le même événement, le même soir, il y a eu d'autres personnes, d'autres étudiants. Au moins une dizaine de personnes. Voilà, au moins une dizaine de personnes. En estimation. Vous êtes passé à l'émission de France 3 Picardie, dont le titre était à la recherche des extraterrestres. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, comment le journaliste vous a contacté. Le journaliste a contacté Anne au début. Moi j'ai eu l'info par la suite. Et puis ça s'est très bien passé parce que c'était pour rencontrer Pierre Dauchin. Et vraiment les journalistes ont été extrêmement respectueux des témoins, respectueux des associations. Ils ont bien donné la parole au SO, ils ont bien représenté l'activité de l'association. Sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Mais c'est intéressant parce que le SO, c'est
c'est intéressant de le faire connaître. Faire connaître au grand public. Voilà, une association qui est très utile pour l'ufologie, qui conserve toutes les archives françaises. Et leur émission était vraiment bien. Oui. Vraiment... Elle était très fidèle. Elles ont montré le travail qu'on fait à Vincennes. Et combien de temps vous êtes resté avec le journaliste? Oh, ça a duré une bonne La journée. hein. Une bonne journée, ça s'est très bien passé, Anna. Et ensuite, on a été en contact à nouveau avec le journaliste de France 3 Picardie, qui nous a dirigés sur de nouveaux témoins, sur des observations début août. Oui. Début août 2020, là, le 2-3 août, il y a eu plusieurs observations sur la région d'Amiens, on va dire. Oui. Proche d'Amiens. Voilà. Et on a eu la chance, grâce à ce journaliste qui est resté en contact avec nous, de pouvoir rencontrer un témoin qui n'a pas témoigné dans la presse. Oui, surtout un témoignage exclusif. Donc c'était un objet, on va dire, allongé. Allongé. En forme un peu effilée. Oui. Arrondi à l'avant, effilé à l'arrière. Oui. Avec des ouvertures qu'on pourrait qualifier de hublots. Voilà. Et qui semblait explorer la campagne en fait. Oui. Voilà. C'était particulièrement intéressant parce que ça s'est reproduit 2 jours d'affilée. Donc le 2 et le 3 août. Et pendant 30 minutes. 30 minutes sur les 2 journées. Malheureusement, comme d'habitude, le témoin n'a pas pris de photos. C'est un petit peu systématique. Par rapport à l'affaire d'Amiens, il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé vite fait sur Facebook. Oui. Et beaucoup se sont dit que c'était un drone de la SNCF. Qu'en est-il de cette potentielle méprise? Oui. Alors, on a demandé, quand on a été contacté par le journaliste, parce qu'au départ on devait tourner avec France 3 Picardie, avec des interviews de témoins. Malheureusement, les témoins n'ont pas souhaité témoigner devant la télévision. Et on a demandé quand même au journaliste, en préparation de l'interview, de se renseigner auprès de la préfecture et de l'aéroport pour savoir s'il y a eu des autorisations de survol. Et voilà. Donc il n'y a pas eu d'autorisation de survol de drone pour la ville d'Amiens ou ses environs par la préfecture. Pas ces périodes-là. Donc ça élimine un drone officiel, on va dire. Oui. Après, il peut très bien y avoir des drones sauvages, mais des drones déclarés à la préfecture, il n'y en a pas eu. Maintenant, l'objet qui a été vu par notre témoin, qui était un peu plus éloigné d'Amiens, c'était dans le nord, nord-ouest, voilà, dans la Somme, ne ressemble pas du tout à un drone. Non, pas du tout. Ouais, donc en tout cas, le drone est à exclure, en tout cas un drone déclaré est à exclure. Et qu'est-ce qui nous manquerait pour être sûr que c'est pas un drone? En fait, notre témoin dit qu'il a fait l'armée de l'air, qu'il connaît très bien les avions, les hélicoptères, et que pour lui ce n'était ni un drone, faire la différence, ni un avion, ni un hélicoptère. Pour lui, c'est pas ça. Bon, l'objet était parfaitement silencieux malgré la faible distance. Donc si on avait eu un drone à cette distance-là, déjà, il aurait été énorme, puisqu'il nous a clairement dit que l'objet qu'il voyait à peu près 1 kilomètre faisait 10 fois la taille de la Lune, donc ça fait quand même un truc assez gros. On aurait entendu un bruit. Oui. Et surtout, ce qui est marrant, c'est la durée de l'observation. C'est 30 minutes chaque journée. 30 minutes par jour, c'est quand même beaucoup. C'est très important, oui. Et il y a eu combien de jours? 2 jours d'affilée. 2 jours d'affilée. 2 jours d'affilée. Et ce qui est bien aussi dans ce cas, c'est qu'il y a eu 2 agriculteurs qui ont observé quelque chose. Oui, à la même heure. À la même heure. Et eux aussi ont dit que c'était très gros, puisqu'ils ont comparé, alors ça c'est paru dans la presse, ils ont comparé l'objet à une tour de contrôle d'aérodrome. Oui. Donc on peut imaginer un truc vu de face qui ressemble un peu à un parallélogramme. Oui. Et en fait, très lumineux. Oui. Et qui les a bien effrayés. Oui, il y a eu de l'effrayement, on va dire. Ça ressemble absolument pas à ce qu'on pourrait imaginer d'un... Ah non, c'est complètement inconnu. Non. C'est pas humain en tout cas. Voilà. Donc je pense que c'est pas un drone. Non. Après, ça les a bien effrayés parce qu'au moment où ils voulaient... ils ont éteint les feux de leur tracteur, les 2 agriculteurs. Et ils ont voulu prendre leur téléphone portable pour prendre des photos. Et à ce moment-là, bizarrement, les feux du tracteur se sont rallumés. Et l'objet a disparu.
Effectivement, c'est une sacrée enquête. Nous continuerons à en parler tout à l'heure, car Jenny me fait signe. Nous devons maintenant aller à la pause publicitaire, donc restez là, on revient dans quelques minutes. Nous voici de retour en ondes. Merci d'être resté avec nous. Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités de Enquête de terrain ne nous représentent pas nécessairement. Effectivement, et c'est très bien que tu l'aies précisé, Jenny. Je tiens à ajouter quelque chose d'autre qui est très important pour vous autres, auditeurs et auditrices de l'émission. Lorsque vous réalisez une enquête, sachez qu'une enquête n'est jamais réellement finie. Il y a toujours des recherches et des contre-enquêtes. Bruno et Anne vont continuer à vous parler du fonctionnement de leur enquête avec l'intervention de Rémi Fauchereau. Que pensez-vous des ufologues ou enquêteurs ou associations qui déforment les propos des témoins pour que ça colle à leur théorie personnelle? C'est ça, et ça c'est un vrai problème. Et ça, c'est pas le but. Hein. En fait, ça peut même se faire par inadvertance. C'est-à-dire que quand on fait l'interview, c'est pas qu'on souhaite déformer, c'est qu'on interprète mal les propos du témoin. Oui. Et donc, on a adopté une méthodologie avec Bruno qui consiste à faire valider par le témoin le récit de l'observation. Voilà, qu'on ait une confirmation du témoin. On adresse au témoin le récit de l'observation en lui demandant de le corriger jusqu'à ce qu'il corresponde parfaitement à son souvenir et à son témoignage. À son témoignage, oui. De façon à éviter absolument les méprises. Qu'il soit le plus fidèle. La méprise peut venir de nous. Oui. C'est-à-dire que souvent, surtout, c'est le cas quand le témoin ne veut pas être enregistré. Et ça arrive assez souvent. Donc on respecte tout à fait l'anonymat et la volonté des témoins. On peut avoir un peu un trou de mémoire au moment où on va coucher sur le papier l'histoire. Et notre mémoire n'est pas tout à fait fidèle. Soit on va grossir le témoignage parce qu'on a entendu différemment la chose. Elle avait dit qu'il y avait beaucoup, par exemple, de triangles, et moi j'avais interprété beaucoup comme énormément. Oui. Et donc j'avais utilisé c'est très important. C'était en masse, et elle préférait dire plutôt une flottille ou une escadrille. Oui. Voilà. Donc elle a corrigé. Donc elle n'a pas pu les compter, mais pour elle, c'était pas 150 triangles, c'était plutôt l'équivalent d'une escadrille. Voilà. Et c'est très important. Sinon, on peut créer de la méprise, on peut créer... c'est l'enquêteur qui va lui-même créer une mauvaise interprétation des faits. Et c'est tout le contraire de ce qu'on souhaite. Oui. On est vraiment tout à fait. Attaché à retranscrire fidèlement la réalité sans l'enjoliver. Être le plus fidèle, voilà. Nous, c'est ce qu'on cherche. Après, on souhaite quand même, si on est amené à produire un livre, par exemple, que ça soit agréable à lire, c'est-à-dire que ça ressemble un peu à un récit, mais que ce récit ne soit pas enjolivé, qu'il soit le récit des faits, et qu'on y amène peut-être aussi comment ça s'est passé pour nous, comment on a... Il y aura nos anecdotes, par exemple. Voilà. Comment on a été amené à rencontrer ce témoin, dans quel contexte, pour expliquer aussi comment ça se passe en amont. Et de façon à ce que ça soit pas ennuyeux et voilà, ça ressemble soit pas le plus à un accessible catalogue. Pour le lecteur. Ce qu'on voudrait, c'est que ça ressemble pas à un catalogue. Non, surtout pas. Vous voulez faire un peu comme les invisibles du col de Vence. Ils avaient romancé leur témoignage. Voilà, on ne veut pas romancer. On veut que ce soit un peu comme un reportage, en fait, un documentaire écrit, quoi, en fait. Voilà, qui raconte autant notre expérience, nos histoires d'enquêteurs, en fait, comment ça se passe du côté, du point de vue de l'enquêteur et du point de vue du témoin. Effectivement, c'est très intéressant. Mais pour rester dans les questionnaires d'enquête et dans le fonctionnement d'une enquête, j'ai cru comprendre que vous êtes allé voir dernièrement, dans le département de l'Yonne, l'ufologue Rémi Fauchereau, président de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens, et vous lui avez présenté votre questionnaire d'enquête, c'est bien ça? Donc on est venu rendre visite à Rémi, et puis lui demander des conseils, parce qu'on est des relativement jeunes enquêteurs. Bon, moi je suis pas un enquêteur chevronné, mais enfin je connais quand même quelques trucs à force d'enquêter.
Je connais quelques petites choses, c'est sûr que ça peut dépanner. Est-ce que tu as un questionnaire de base, par exemple? Ouais, questionnaire type. Je les ai préparés, je voulais vous en donner. Et quel type? J'en ai deux. J'en ai un qui a été fait par Gilles Munch du CNEGU, qui est très sophistiqué, qui est difficile, que les personnes âgées généralement n'aiment pas trop remplir parce qu'il est très bien fait, mais difficile, très technique, quoi. Et puis j'en ai un que j'ai pris, je crois, c'est dans peut-être bien que c'était un livre, c'était à la fin d'un livre ou d'un documentaire, d'un document de Gérard Lebas, si je me souviens bien. Gérard Lebas. Voilà. Puisqu'il y a le numéro de page de son livre, 385, etc. Ça devait être dans un livre. Et il était plus complet. En fait, quand je fais une enquête, j'envoie finalement les deux, parce que des fois, il y en a qui me remplissent les deux, parce qu'ils se complètent, tout simplement. D'accord. Alors donc, mais c'est deux choses, il y a à peu près la même chose dedans, mais sauf qu'il y a des choses qui sont un peu différentes de l'un à l'autre, comme ça. Votre rencontre avec Rémi Fauchereau est très importante et intéressante, car vous avez échangé vos différentes façons de faire, d'enquêter, les différents questionnaires, et vous lui avez posé énormément de questions. Quelles sont les questions types pour un ufologue? Il y a déjà l'état civil, si vous voulez, du témoin. Il y a la date à quelle heure il a vu ça, le jour, il y a ce qu'il a vu, description de l'observation, et puis il y a des questions secondaires, comme la météo, est-ce qu'il portait des lunettes, etc. Il y a beaucoup de questions comme ça. D'accord. J'ai rajouté aussi une question que j'avais prise dans Banque OVNI France, un livre qui était paru de Franck Marie, je crois, sur 400 ovnis sur la France. À la fin, il y avait une copie où il y avait plusieurs questions et c'était des cases à cocher. Ça se remplit bien et c'est fait très facile sur, par exemple, la trajectoire, la couleur, s'il y avait du bruit, s'il n'y avait pas de bruit. Alors, ça, c'est facile à remplir par les témoins aussi. Ça apporte un complément d'enquête. C'est bien. Nous, on a aussi un petit questionnaire type. Donc, on a fait Alors, au fil du temps, notre questionnaire, il s'améliore un petit peu. Donc, actuellement, on a 21 questions. Et vous avez des questionnaires, par exemple, qui sont faits par la SOBEPS ou des trucs comme ça. C'est intéressant. Par exemple, la SOBEPS avait fait un questionnaire comme ça pour la vague de 1990 qu'il y avait eu, 89-90 qu'il y avait eu en Belgique. Et elle le donnait à tous ses enquêteurs. Il est très bien fait, ce questionnaire. Il a été repris par beaucoup de gens. Il y a aussi le questionnaire du Fomania, qui est très important aussi, qu'on peut télécharger, tout ça. Je crois qu'on peut toujours les trouver sur Internet et les télécharger. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Oui, tout à fait. Vous pouvez vous baser là-dessus, c'est les meilleurs questionnaires qui existent. La SOBEPS et Ufomania. Donc là, on a une enquête type. Voilà, donc par exemple, c'est l'enquête de la semaine dernière. Donc on a la date, l'état civil, mon prénom, l'âge de la personne, le lieu où ça a eu lieu, la précision du lieu, parce que parfois, au-delà de l'adresse, ça peut être dans la cour, dans le jardin, la forme de l'observation, le nombre, la couleur, s'il y avait des lumières ou des phares. Comment ça se déplaçait? Est-ce que les déplacements se faisaient en ligne droite ou avec des déplacements erratiques ou en cercle? La vitesse, la trajectoire, donc la direction par rapport au sud, au nord, etc. La distance évaluée, parce que c'est pas toujours évident. L'altitude, pour voir à peu près si c'était très haut ou très bas. On se donne un aperçu en fait. Et après, on fait une différence entre la taille apparente de l'objet et sa taille estimée. Voilà. Après, par rapport à l'estimation. Et la taille supposée, ce qu'on appelle la taille supposée, et l'angle par rapport à l'horizon, la météo, le ciel, la durée et le bruit. Vous avez fait la rose d'éléments? Et on fait l'orientation par nord-sud, etc. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la trajectoire. Voilà, nous on a mis ça dans trajectoire. Et le dessin pour terminer. Le dessin de témoin. On vient avec nos crayons de couleur. Les rapports de base, Voilà, donc nous c'est notre enquête type. Voilà, c'est notre enquête type. Et après, donc on établit un fichier, on a un grand fichier.
Excel. Donc on respecte bien sûr l'anonymat des témoins. Hors de question de faire un fichier avec des noms de gens s'ils ne le souhaitent pas. Pareil, oui. Et ensuite, ce fichier Excel permet de réaliser des fiches. Et donc, grâce à un publipostage, en fait, on transforme notre fichier en texte et avec une jolie présentation, une fiche un peu propre. C'est bien, moi je fais encore le papier de stylo parce que quand j'envoie mon questionnaire aux témoins... Et là, on a les compléments d'enquête, les observations qui ont été faites aussi. Quand j'envoie le questionnaire aux témoins, c'est généralement des questions qui sont à remplir avec un stylo. Quoi. Oui, donc après, forcément... Le dessin du témoin, bien sûr. Donc là, on a le dessin du témoin. Et alors, ce qu'on fait systématiquement, c'est qu'on renvoie notre fiche au témoin et on lui demande de corriger complètement le texte pour bien être certain qu'on représente exactement sa pensée et qu'on n'a pas fait de méprise dans l'interprétation. Puisque, quand même, l'idée, c'est d'obtenir un récit. Donc, on veut avoir un récit de l'observation. Alors, moi, ce que je fais quand j'ai les coordonnées du témoin, la première chose que je fais quand j'essaie de trouver un numéro de téléphone, est de faire une première approche avec une approche téléphonique. D'accord. Des fois, ça dure une demi-heure. Ce genre d'initiative ou de rencontre devrait être réalisé plus souvent, car cela permet, comme je l'ai dit précédemment, un échange de procédés, un échange de données, et pour que l'ufologie ne soit pas un cycle qui se répète continuellement dans le temps et que les jeunes ufologues ne fassent pas les mêmes erreurs que les anciens. Ça, c'est le dessin de l'observation de la semaine dernière et c'est quand même assez impressionnant parce que tu vois la taille du vaisseau, qui était clairement un vaisseau avec des ouvertures ici. Ou des hublots. C'était au moins 10 fois la taille de la Lune en taille apparente. Donc là, il nous a dessiné la Lune à côté. Et on voit très très bien que c'était un truc assez important, quoi. C'est imposant. Et ça se déplaçait de manière assez curieuse, comme si le vaisseau cherchait quelque chose au sol. Il faisait des espèces de 8. Et après, quand il avait ratissé un endroit, hop, à toute vitesse, il partait à un autre endroit, puis il recommençait. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que ça a duré 2 fois 30 minutes. C'est-à-dire 30 minutes un jour. Et le lendemain soir, à la même heure, ça a recommencé 30 minutes à nouveau, les mêmes observations. La même durée. La même durée. Donc on a fait le lien avec un témoignage aussi. Il y a eu d'autres témoignages qui étaient le même jour, à la même heure, à peu près, à une 60aine de kilomètres. 2 paysans qui auraient vu, dans un quelque champ chose, en fait, qui se rapproche d'une tour d'aéroport, c'est ça Ouais, eux, ils ont comparé ça à une tour de contrôle d'aéroport. Mais ça dépend comment c'est vu. Est-ce que c'est de face, de côté c'est toujours le même problème. Et il y avait donc des lumières, c'est exactement comme l'autre. Et l'apparition était... alors c'était très curieux parce que les 2 agriculteurs, ils ont eu peur. Et comme ils étaient en train de faire les foins, ils ont éteint les feux de leur tracteur. Pour pas être vus. Et ils ont essayé de sortir leur téléphone pour faire une photo ou filmer. Et à ce moment-là, les feux du tracteur se sont rallumés. Ils disent par inadvertance, mais en fait, bizarre quand même, et l'objet est parti à toute vitesse et ils n'ont pas pu faire de photos. Il n'y a pas eu de photos. Et notre témoin de la semaine dernière, alors lui, il est dans le même cas aussi. Il a vu 2 fois 30 minutes. Il y a quand même 2 observations de 30 minutes et il n'a pas pu prendre de photos. Il n'a jamais eu... Il avait son téléphone à la main. Oui, ça arrive souvent. Il n'a pas pensé. Il a pas... Oui, je sais. Ils sont pris par l'émotion ou n'importe quoi, ils regardent le phénomène. Moi, j'ai un gars qui m'a vu passer un truc à une vis autour, un objet qui était énorme, quoi, qui était rectangulaire énorme, il avait la caméra, etc., qui était à côté de lui. Et il y a un point très important au niveau de ce témoignage aussi, c'est la durée. Il y a quand même une demi-heure... Oui, c'est long. Pour chaque observation. C'est très bref, mais des fois ça dure longtemps. Voilà, c'est quand même des observations qui durent assez longtemps. 2 jours d'affilée. Et 2 jours d'affilée. Oui. Ça m'étonne pas. Voilà, c'était notre dernière observation et ça date de début août en fait. Voilà, c'est la toute dernière. Voilà, donc là demain on va chez un témoin aussi. Oui. Qui a vu des ovnis, alors là c'est il y a au moins une 15aine d'années je pense, ça remonte déjà, mais qui a été aussi très, qui s'en souvient très très bien. Qui a été marqué. Voilà, qui a la gentillesse de nous recevoir. Qui est souvent le cas dans les témoignages anciens, c'est que pour trouver la date exacte, c'est pas facile. Exact.
souvent c'est à 1 an près. Oui, c'est pas facile. Ou alors des fois, il faut demander, des fois il y en a qui ont été tellement marqués par le phénomène qu'ils ont tout noté sur un cahier. Bien sûr. Il faut leur demander s'ils n'ont pas noté ça sur un calepin, etc. S'ils ne veulent pas en faire des photocopies, vous en faites des photos. Là, ce qui est bien, c'est que c'est un témoignage récent. Oui. Là, on a pas mal d'éléments. Oui, on a eu pas et mal en plus, ça correspond à l'autre témoignage. Et il y a eu au moins 4 ou 5 observations sur la région d'Amiens au même moment. OVNI Info France de Patrick Comble, avec qui j'avais fait des conférences en 2007 à Avalon, il en parle. Il en parle aussi. Effectivement, ce fut de bons échanges entre l'AEPA et le GUI. Mais nous avons déjà quelques questions de la part des auditeurs. De Jean-François Primo, de l'Adipan, et également reporter ODH-TV du Québec. Devrions-nous accompagner le témoin dans le temps, c'est-à-dire le suivre dans le temps pour réévaluer son dossier, suivre son évolution dans ses expériences? Oui. Amener à revoir le témoin peut-être, quelques années plus tard. Ou quelques temps plus tard, si par exemple il a un autre témoin à nous présenter, parce que par exemple la maman ou la personne qui était présente au même moment, parfois on ne peut pas les rencontrer dès la première fois, donc il faut les rencontrer une fois après. Mais c'est pas toujours facile. Non, c'est pas évident. Parce qu'il faut avoir le courage de rappeler le témoin déjà. Dire, vous nous aviez consacré 2 heures, c'était déjà très gentil, mais est-ce que par hasard vous pourriez nous faire rencontrer votre soeur, votre frère, votre mère, qui avait vu aussi. Avoir d'autres personnes, on veut pas avoir l'air. Mais c'est là que ça devient embêtant. Parce qu'on a l'air de devenir intrusif. Oui. En fait, le premier témoignage, c'est quelque chose qui nous est donné, et le second témoignage, c'est quelque chose qu'il faut aller demander. C'est déjà plus difficile. Même pour nous, la démarche, elle est plus difficile. Mais oui, il faut le faire. Alors, question de Rémi Fauchereau, dont vous parliez à l'instant. Oui. Apparemment, vous auriez en projet de faire une base de données. Oui. Allez-vous y mettre des cas anciens, nouveaux ou des cas méconnus du public? Alors nous, notre priorité, c'est les cas méconnus. En fait, il y a 2 choses. Il y a nos enquêtes, dans lesquelles on va mettre plutôt des cas méconnus. Oui. Et les cas qu'on va enquêter, c'est-à-dire sur lesquels on aura de l'information qui vient directement du témoin et qu'on aura pu enquêter par nous-mêmes. Et après, on a une autre base qui est tous les cas observés sur les zones qu'on va étudier. C'est-à-dire, là on est sur la région parisienne. Oui. Je commence à éplucher les archives du Sceau, les archives du GEPAN, toutes les bases. On retrouve pas mal de cas similaires aussi. Aux archives du Sceau. Oui, et on peut croiser avec celles du GEPAN parce que parfois, si on n'a pas les PV de gendarmerie, on peut les retrouver en attaquant par le côté GEPAN. Il faut leur reconnaître qu'ils ont quand même une jolie base de données sur les cas avec les PV qu'on peut retrouver. Donc ça permet de croiser, parfois ça permet d'éliminer des doublons aussi. Parce qu'on les retrouve des 2 côtés en même temps. Donc mais c'est très lourd. C'est très très lourd. Faire une bonne base de données, il ne faut pas s'attaquer à toute la France d'un coup. Il vaut mieux prendre un département, bien faire ce département, et ensuite passer à un autre département. Et rien que comme ça, c'est déjà des centaines d'heures de travail. Énorme. C'est beaucoup de travail. Alors, Anne, je t'ai présenté ces derniers jours le petit cahier noir là, sur ce qu'avait fait le Crun il y a 10 ans en arrière. Est-ce que vous allez vous lancer par la suite dans des sortes d'études géo-ufologiques? Oui, et aussi un peu statistique. C'est-à-dire que ce travail que tu nous as présenté, il est vraiment exceptionnel. Moi, je salue la qualité de ce travail. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Et c'est exactement le genre de travail qu'on aimerait pouvoir faire sur la région parisienne. Voilà, c'est ce qu'on veut établir. Notre périmètre d'enquête. Oui. Bon, je mesure la difficulté. Vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est un travail remarquable. Oui. Énormément de boulot. Et j'espère qu'on sera à la hauteur et qu'on pourra en faire autant. Donc j'ai une amie statisticienne qui est férue de cartographie, qui pourra nous faire aussi des cartes de chaleur, etc. Mais pour ça, il faut une matière qui soit suffisamment solide. Et puis ça demande beaucoup de temps. Voilà, donc on va s'y attaquer. Ouais.
On va le faire. Il y a du travail. C'est bien, peut-être qu'après, est-ce que vous souhaiterez que d'autres départements s'y mettent? Ah bah c'est ce que j'aimerais moi. En fait, ce qu'on aurait besoin, c'est d'harmoniser les données. Oui. Malheureusement, c'est très compliqué parce qu'on a tous une approche personnelle. Différente. On ne peut pas imposer à tous d'avoir la même approche. Ce serait ni souhaitable ni réalisable. Donc si on veut rapprocher, on ne pourra peut-être pas le faire, mais si plusieurs s'y mettent et que chacun le fait, on pourra peut-être arriver à quelque chose. Alors pour le moment, dans les cas que vous avez enquêtés, donc ça c'est une question de Carole Lozé, donc de l'émission Zone Parallèle, quel cas vous a le plus marqué et pourquoi? Moi déjà ça serait le cas de Karine. Parce que le cas de Karine c'est la première enquête qu'on a menée. Et il y a pas mal de détails dans ce cas. Déjà il y a 3 témoins. Il y a la mère de la témoin qu'on doit aller voir, Anne, qui a encore d'autres détails sur ce cas. Puis il y a eu des impacts des conséquences au sol aussi. Oui. Puisque la clôture, s'ils avaient des chevaux, en fait. Et donc autour de ce pré, il y avait une clôture, et la clôture électrique s'est mise à faire des arcs électriques, alors que les boules se déplaçaient au-dessus du pré. Et par ailleurs, les chevaux ont été extrêmement effrayés. Donc il y a eu vraiment des impacts autres que la simple visualisation de boules lumineuses. Donc c'est assez... c'est vraiment le cas qui nous a marqué, pour moi personnellement. Et ensuite, par la suite d'ailleurs, il y a eu des militaires qui ont ratissé la zone. Le lendemain, des militaires ont ratissé complètement et se sont mis en planque dans la zone, alors même qu'elles n'avaient pas été... entendu auprès de la gendarmerie ou de l'armée. Donc ça prouve bien qu'il a dû se passer quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Qui a été probablement repéré. Mais on ne sait pas quand. Oui, on ne sait pas. Ce cas, il s'est passé quand? Alors c'est début des années 90. Et toujours dans l'Oise. Toujours dans l'Oise. Alors on sait qu'il y a des bases militaires pas très loin. Proches. Il y a la base de Taverny, voilà. Il y a Creil. Il y a la base de Creil, tout à fait. Voilà, donc on ne sait pas, on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. Et surtout qu'on est amené à revoir cette personne pour le complément de l'enquête. D'accord. Bon, à la prochaine interview. Oui, bien sûr. Pour les auditrices et auditeurs qui écoutent cette interview, s'ils habitent dans le secteur de l'Oise, Picardie... Ils peuvent nous contacter aussi. Nous contacter. Bien sûr. Alors, pour l'instant, via nos associations... Voilà, par rapport à OVNI Paris, ils contactent Patrice Galateros et il me transmettra les... Ou alors en commentaire YouTube, puisque tu y réponds. Ou en commentaire YouTube, tout à fait. Tout à fait. Et dans ce cas, on prendra contact avec le témoin s'il a la gentillesse de nous laisser ses coordonnées. Et voilà, il n'y aura pas de souci. Pour l'instant, on va pas faire une grande publicité. Non, c'est un début d'association. D'abord parce que c'est entièrement bénévole et qu'on fait ça sur nos temps de week-end et tout ça, donc on peut pas se déplacer non plus tous les jours. Et d'autre part, on souhaite vraiment se déplacer que sur des cas... Des cas intéressants. Voilà, des cas... Alors on dit pas que tous les cas sont pas intéressants, tous les cas sont intéressants. Mais on n'a pas le temps matériel pour enquêter sur une apparition fugace. Il faut que ce soit quelque chose d'un peu consistant, qu'il se passe vraiment quelque chose. Jusqu'à présent, on a eu cette chance. On a eu de la chance, on est tombé que sur des cas exceptionnels. Voilà. Pour l'instant. Où il y avait vraiment des objets visibles, avec des formes caractéristiques, complètement différentes, avec un haut niveau d'étrangeté, voilà. Donc, si c'est possible, on préférait enquêter sur ce type de cas. De rencontre du troisième type aussi. Ça nous permet de rentabiliser notre déplacement. Parce que c'est quand même compliqué. Voilà. C'est pas évident. Par rapport à l'association, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Ce que j'aurais rajouté, c'est que je suis content d'avoir fait une association avec Anne. Et j'espère que ça va durer. Oui, j'espère aussi. Parce que je m'entends super bien avec Anne, on fait une bonne équipe. Est-ce que vous cherchez d'autres membres?
sait pas encore. On sait pas trop. Bon, si on tombe sur une bonne personne, oui. Voilà, après, c'est toujours un peu le hasard qui fait les choses. Et le hasard des rencontres, on sait pas. Hein. Moi, je vais peut-être déménager bientôt, donc peut-être qu'on aura l'occasion de faire d'autres rencontres sur d'autres territoires, on ne sait pas. Mais on voudrait pas que ça devienne quelque chose où on perd totalement le contrôle. Non. Si c'est beaucoup trop grand, on reste indépendant. Un réseau très très important, comme dans toutes les constructions humaines, il finit toujours par y avoir des tensions. Oui. Ça se complique. C'est le gros problème. Ils sont plus d'accord. De nombreuses associations. Il y a toujours des conflits. Et vraiment, nous, ça nous saoule les conflits. Oui, c'est pas notre intérêt. C'est pas ce qu'on cherche au niveau de notre assoce. On veut rester petit. Oui. Petit et discret. Discret, tout à fait, c'est le mot. Déjà pour nos témoins. Oui. Déjà, ouais. Voilà. Et surtout d'être le plus fidèle au niveau de notre compte rendu. Fidèle au niveau du témoignage. Oui. Pardon, excusez-moi. Et sympathique dans la présentation pour que notre lecteur, il s'ennuie pas et qu'il ait envie de se pencher dessus. Peut-être de vivre cette aventure. Oui. Ce serait peut-être tout qu'on simplement rencontrera des nouveaux enquêteurs comme ça. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Eh bien, je vous le souhaite également. De toute façon, le message est passé. Nous avons reçu d'autres questions des auditeurs qui aimeraient vous connaître individuellement. Nous verrons ceci à la 3e partie, n'est-ce pas Jenny? Oui, en effet. C'est déjà le temps de la 2e pause, donc restez là, on revient dans quelques minutes. On est de retour en ondes. Attention, souvenez-vous que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas forcément. Merci beaucoup. Bruno et Anne vont maintenant répondre aux questions que vous leur avez envoyées. Bonjour Bruno. Alors depuis quand t'intéresses-tu à l'ufologie? Alors je m'intéresse à l'ufologie depuis l'âge de 9 ans. Ouais. Ça commence à remonter. J'ai toujours été passionné. J'ai découvert un vieux magazine Historia dans la bibliothèque de mon père. Et je me suis lancé comme ça dans l'ufologie. Est-ce que tu as observé quelque chose? Moi non, mais ma grand-mère a observé dans les années 50 une rencontre du 3e type. Justement. Si tu peux nous en parler. Parfaitement inconnu. Ça s'est déroulé en 1955, en juillet. Il était 23h. Elle habitait du côté de... C'était en Seine-et-Marne. Et elle avait une envie pressante, on va dire. Et elle est sortie et elle a vu un truc exceptionnel, quoi. Un espèce d'engin rond, en forme de soucoupe, avec des petits jumeaux, avec 2 personnages à côté. Et le souvenir qu'elle m'avait dit, c'était leur visage était comme des anges. Ils étaient lumineux? Non, mais très très beau, très... C'est le souvenir que je me rappelle en fait. Et elle te l'a raconté comment? Alors en fait, ce témoignage? Elle m'a dit ça très âgée. Elle avait 80 ans, au début des années 90, parce que ma grand-mère est morte en 2000. Et il a fallu qu'elle le dise, qu'elle en parle, de cette fameuse histoire. Et c'est là qu'elle s'est révélée. Elle m'a parlé à moi, à mon frère, à ma soeur, à ma mère, qui était présente. Et c'est suite à ce témoignage que tu t'es intéressé ou c'est Non, avec j'étais Historia? bien intéressé, bien avant. Je savais même pas que ma grand-mère avait vécu un truc comme ça. Et mon grand-père était même pas au courant. Enfin, personne de ma famille. Et 10 ans avant sa mort, il fallait qu'elle en parle justement de cette fameuse rencontre. D'accord. Un truc qui l'a bouleversée, même quand elle en a parlé, elle en tremblait, je me rappelle. Et moi, ce qu'elle m'a décrit, elle m'a dit je peux t'assurer, mon petit-fils, ça venait pas de notre monde. C'était un truc, elle n'avait jamais vu ça. C'était un truc complètement exceptionnel. Et ça a duré. C'était assez rapide quand même, l'observation. L'engin a décollé dans le ciel très rapidement, en plus. Très lumineux. Un truc vraiment. En plus, à l'époque, elle n'avait pas vraiment les notions. C'était comme déroulé en 1955, il fallait vraiment connaître, quoi.
Et surtout ma grand-mère, elle était pas du tout là-dedans. Ça l'a effrayé ? Elle était étonnée, on va dire. Effrayée, non, peut-être pas. Mais ça l'a quand même pas mal marqué, quoi. Et bon, moi j'en parle, mais j'en parlerai peut-être pas forcément comme ma grand-mère l'a vécu. Tu vois, c'est pas facile d'en parler. Elle aurait pu me l'écrire vraiment. Moi, je me rappelle des souvenirs qu'elle m'avait dit. Et moi, en 90, j'étais quand même plus jeune. Il y a des trucs que j'ai retenus, si j'ai pas retenu tout complètement. Bon, petit à petit, j'essaye de reconstituer l'histoire. J'ai plus de détails maintenant. Et c'est impressionnant quand même. Ouais, tout à fait. Je te dis, il y avait au moins de distance, au moins 150 mètres. Il faudrait que je fasse un croquis détaillé de ça, justement. Mais tu sais, j'essaye d'avoir vraiment le plus de renseignements possible, que ce soit le plus fidèle, le témoignage de ma grand-mère. Vu que je ne l'ai pas vécu, c'est compliqué. Tu vois, c'est pas... J'essaye de raconter ce qu'elle m'a dit à l'époque, mais ça sera pas pareil que ma grand-mère. J'aurai peut-être pas les mêmes émotions que ma grand-mère, tu vois, c'est ce côté-là. Toi, d'en parler, déjà, je suis persuadé que j'oublie plein de trucs. Toi, c'est comme si je te parlais de la RR2 de mon oncle, quoi. Oui, voilà. tout à fait. Mais ça me fait plaisir de t'en parler. C'est vrai que les visages, pour moi, c'était type humain. Mais vu qu'il y avait une distance, je pense pas qu'elle a eu vraiment pouvait détailler à ce point-là. Moi, elle m'a dit que c'était beau comme des anges. Ils étaient pas repoussants, si tu veux. C'est ça, ouais. C'était pas des monstres. Ouais. Ils avaient ces types humanoïdes, mais je pense avec des différences. Ils avaient une tenue argentée, ça je me rappelle très bien. Des cheveux, je sais pas, je me rappelle pas de ça. Peut-être chauve, je sais pas. J'ai pas de souvenir sur vraiment les traits, tout ça. Tenue argentée, ça je m'en souviens. Alors, suite à le fait que ta grand-mère t'a dit son témoignage, oui. Quel a été ton parcours ufologique ? Est-ce que tu as adhéré à des groupes, des associations, des sites internet, des forums ? Alors les forums non, les associations, le SO, depuis 3 ans. Là. Par hasard, j'ai dit tiens, j'allais à une réunion, un jour, j'ai assisté à OVNI Paris. Et j'ai rencontré Gilles Durand, Thierry Rocher. Et c'est comme ça, j'ai dit tiens, pourquoi il faudrait que je me lance dans des associations. Et par la suite, je suis arrivé à OVNI Paris. Patrick Galateros m'avait proposé, parce que l'ancienne équipe, une bonne partie, ils arrêtaient. Et il fallait de la relève. Et Patrice m'a proposé ça avec François Wilbert. Et j'ai dit un grand oui, j'ai dit tiens, pour le renouveau, on va lancer l'aventure OVNI Paris, quoi. Et depuis, je fais ça depuis 3 ans. Et ça se passe très bien. Oui, mais t'es à l'association, parce qu'il m'a expliqué que c'était une association OVNI Paris. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Mais tu es dans l'association OVNI Paris ? Tout à fait, on est 4. On est 4, il y a moi, il y a José, non ? José, bien sûr. Lui, j'aime bien m'amuser avec lui. Et monsieur François Wilbert, qui doit être là normalement. Et que penses-tu de l'association OVNI Paris OVNI Paris, c'est un pur bonheur. Depuis que je suis dedans, je rencontre plein de gens formidables. Je suis passé carrément de l'autre côté. Le petit passionné dans son petit coin. T'es actif. Je suis actif, voilà. Qu'avant j'étais dans mon coin, j'avais beaucoup de connaissances, mais je rencontrais pas forcément les gens. Moi, je suis un petit nouveau dans le domaine. Tu dois faire des veillées maintenant. Tout à fait, mais j'en faisais déjà avant. Ah, mais Mais tout seul. Ah. Voilà. Là maintenant je suis en groupe. Mais t'en faisais où ? Dans mon Seine-et-Marne. J'ai essayé d'observer avec mon frangin. Est-ce que t'as participé à des opérations sur ICAT ? Sur ICAT, non. Non. Sur ICAT, non. Parce que les ovnis, c'est une partie de ma passion. Les faits paranormaux, c'est pareil depuis l'âge de l'an. J'ai fait les bouquins sur les fantômes, tout ça, la cryptozoologie, avec Bernard Delmans, tout ça. Et tout ce qui est phénomène forcien, et j'en passe. Quelle est ton opinion au sujet des phénomènes OVNI ? Alors moi je suis assez partagé, c'est vrai que au début, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment l'hypothèse extraterrestre, comme pas mal de jeunes. Voilà, avec le recul, je le verrais pas comme ça. Pour moi c'est plutôt autre. Moi je le vois plutôt extradimensionnel. C'est plus mon opinion à moi, personnellement. Voilà. Et avec le recul, je m'aperçois qu'on tombe plus là-dessus. Voilà. En étudiant le phénomène, voilà.
l'hypothèse extraterrestre, ça s'éloigne petit à petit. Voilà. Je l'avais mis en tête de liste, maintenant, voilà. Je suis un peu plus sceptique sur l'hypothèse extraterrestre, voilà, tout à fait. Et pourquoi ? Il y a toujours un pourquoi. Ça me paraît évident, parce que le côté extraterrestre et tout, ça me paraît un peu gros. Enfin, c'est... Voilà, vu tout ce que j'ai lu, les témoignages vécus par des passionnés, on y vient à ça. Non, mais bon, il y a des gens que je respecte parfaitement qui croient que c'est une hypothèse extraterrestre. Je respecte. Pour moi, non, si c'est mon cas, moi précis, je dirais plutôt extradimensionnel. Merci Bruno d'avoir répondu à ces diverses questions. Nous en avons une autre. Y a-t-il trop d'hypothèses en ufologie ? Je pense que c'est bien qu'il y ait pas mal d'hypothèses. Faut pas se contenter soit qu'à l'hypothèse extraterrestre. Ça, je pense que c'est une grosse erreur. Il y a l'hypothèse extraterrestre, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a ça peut être l'hypothèse militaire, ça peut être les intraterrestres, ça peut être les extradimensionnels, ça peut être plein de choses en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Et même des possibilités qu'on connaît même pas l'existence. Oui. Et je pense que dans le phénomène OVNI, il y a eu pas mal de cas qui n'ont rien à voir avec le phénomène OVNI, qu'on peut mettre dans un autre domaine, par rapport au surnaturel ou autre, ou des phénomènes tout à fait naturels. Ça peut être des explications aussi. Notamment dans le bouquin de Charles Fort, le livre des damnés, il y avait pas mal de phénomènes comme ça, et c'était des phénomènes naturels en fait. Et par la suite, au fil des temps, on a trouvé des explications à certains phénomènes. Bon, il y en a plein qu'on n'a pas l'explication. Avec la durée, je le souhaite. Merci Bruno d'avoir répondu à cette question. Nous reviendrons tout à l'heure vers toi pour te poser d'autres questions. Nous allons passer dès à présent à l'interview individuelle d'Anne, puisque les auditeurs nous ont envoyé énormément de questions. Depuis quand t'intéresses-tu à l'ufologie et pourquoi ? Je me suis toujours intéressée d'abord à la science-fiction. Toute petite, je suis de la génération de la conquête spatiale. J'avais 9 ans au moment de l'alunissage, l'arrivée des astronautes d'Apollo sur la Lune. Voilà, donc ça a été toujours le rêve de mon enfance, de voyager dans l'espace. Et je lisais beaucoup de bandes dessinées de science-fiction. Et un jour, je suis tombée dans la bibliothèque de mes parents sur un livre sur l'archéologie mystérieuse qui parlait de visiteurs venus de l'espace. Et par la suite, je me suis toujours un peu intéressée de loin au sujet. Et un jour, c'est mon N+1 en fait qui m'a ramenée à l'ufologie parce qu'il était passionné et il m'a offert un livre de Jimmy Guieu. Voilà. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis revenue à l'ufologie et je m'y suis intéressée de plus près. Alors, deuxième question, as-tu fait des observations insolites ? Oui, la réponse est oui, une fois. C'était en retour de congé, c'était en plein jour, en plein midi. Retour de congé en Normandie, on était en voiture sur l'autoroute et j'étais passagère. Donc j'ai regardé le ciel et j'ai vu un petit point blanc, tout rond, la taille d'un petit pois, un peu plus gros, dans le ciel, sous une traînée de condensation, donc c'était plus bas que les avions. C'était très blanc, très lumineux, extrêmement brillant. Alors je n'exclus pas la possibilité que c'était peut-être un ballon sonde, mais au moment même où j'allais essayer de prendre une photo avec mon téléphone portable, l'objet a disparu dans le ciel, il s'est fondu brusquement dans le ciel. Et ça m'a vraiment beaucoup intriguée, j'avoue. Et je suis très contente d'avoir vu ça. C'est ma seule observation. Je n'exclus pas que ça puisse avoir été un ballon sonde. Maintenant, j'ai jamais vu d'autres ballons sondes, donc je ne pourrais pas comparer. Merci Anne de ta réponse. As-tu déjà réalisé des veillées d'observation du ciel ? Oui, c'est d'ailleurs comme ça que je suis venue à faire des enquêtes. On a d'abord fait des veillées. On a commencé par ça avec des amis des repas ufologiques et de OVNI Paris. Puisqu'on est sur la région parisienne, on est allé faire des veillées dans l'Oise et en Seine-et-Marne.
Et on essaie de continuer parce que ce sont des moments très agréables et on apprend aussi à observer les étoiles, les satellites. Donc c'est aussi de l'enseignement pour nous, c'est une façon de se former. Et toi, Jenny, as-tu déjà fait des veillées d'observation du ciel ? J'ai pas beaucoup fait de veillées parce que j'ai une faible vision. Ça m'empêche de voir les détails et puis j'ai pas confiance donc envers mes yeux. Puis j'encourage d'ailleurs toute personne avec certains défauts au niveau des yeux à faire attention à ce qu'ils voient ou ne voient pas. Quel a été ton parcours en ufologie depuis que tu t'y es intéressé ? Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu es allé à des événements ? J'ai commencé en 2016 en me rendant à une réunion des repas ufologiques de Paris. Donc c'était ma première plongée dans le milieu ufologique. Et j'y ai rencontré des amis, donc Chantal, Stéphane et Bruno. Bruno qui venait de OVNI Paris. Et ce qui m'a permis d'aller ensuite assister aux conférences d'OVNI Paris, donc à partir de 2017. Et nous avons fait des veillées à partir de l'été 2017-2018. On a commencé. En 2019, encore une veillée. Pendant l'été, on a choisi les périodes d'été, on est parti en week-end. Et c'est là où nous avons rencontré pour la première fois, en été 2019, des témoins. Un témoin, lors d'une veillée, tout à fait par hasard, qui n'avait rien à voir d'ailleurs avec nous, puisqu'elle ne faisait pas partie de la veillée. Et avec Bruno, nous sommes allés l'interviewer en septembre 2019. Et par la suite, nous avons rencontré d'autres témoins. Et nous avons décidé de devenir des enquêteurs. Et ça s'est fait tout naturellement, sans la moindre... on ne s'est pas questionné, en fait. On n'a pas vraiment décidé à un moment donné de le faire, ça s'est fait naturellement. Et c'est ensuite que nous avons commencé à travailler sur une méthodologie et nous avons décidé de répertorier très sérieusement tous les cas et d'enregistrer tout ça sur une base de données qui est la base de données de nos observations, de nos témoignages. Alors, que penses-tu du concept des repas ufologiques dans son ensemble ? Les repas ufologiques, d'abord, c'est mon association de cœur, puisque j'ai commencé par cette association. Et j'apprécie énormément le concept du repas, d'abord pour pouvoir échanger entre ufologues et entre passionnés. Et ce qui permet aussi de rencontrer parfois des témoins, ou d'avoir les coordonnées de témoins, de gens qui connaissent, donc qui pourront alimenter nos enquêtes sur la région parisienne. Et de plus, c'est un lieu où on peut rencontrer des amis, et c'est le cas, parce que j'ai rencontré beaucoup d'amis. Et les conférences sont aussi tout à fait passionnantes. Il y a également le concept des news, à la fois de l'actualité, des news culturelles en début de séance, qui est extrêmement sympa parce que ça permet de se documenter, découvrir des nouveaux ouvrages. Et vraiment, j'ai hâte que les dîners, que les repas reprennent. Voilà. Donc dès la rentrée, je les attends. Et les repas ufologiques à Paris se déroulent où à l'heure actuelle ? Actuellement, c'est près de la station Châtelet-Les Halles. Donc sur un plan géographique et moyen de transport, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Voilà, c'est un restaurant où on mange relativement bien. Il y a une salle qui est dédiée à la réunion ensuite, ce qui permet de faire notre réunion tranquillement en sous-sol après, avec un écran. Et voilà, c'est quand même pas trop mal. Ouais, c'est bien. C'est vraiment... pour les Parisiens, c'est quand même bien. Et ça se déroule tous les combien ? Alors c'est une fois par mois, un samedi soir. Alors en théorie, c'était le 3e samedi du mois. Mais ça dépend un petit peu du programme, des vacances scolaires. Donc il faut se renseigner sur le site des repas ufologiques. Et donc bien se renseigner pour la date du prochain repas. Surtout actuellement, puisqu'on sort de confinement et que voilà, on espère qu'on ne va pas y retourner. Merci d'avoir répondu à cette question, Anne. Et d'ailleurs, je pense peut-être que les auditrices et auditeurs vont peut-être s'intéresser aux repas ufologiques. D'ailleurs, en passant, je tiens à saluer les repas ufologiques de Brest, Nantes, Toulouse, Paris. Bonjour à vous. Et toi, Jenny, que penses-tu de ces rassemblements ? Est-ce que tu es déjà allé à des événements ufologiques ? Je pense que c'est intéressant pour les gens qui partagent les mêmes passions, malgré les avis et théories différentes du public. Puis oui, j'ai déjà été à au moins une conférence, mais ça remonte à bientôt 6 ans. Toi, Gilles, t'as participé à plusieurs événements? Ah oui, bien sûr, plein. Le premier était très grand d'ailleurs, c'était en octobre 2005.
à Châlons-en-Champagne, les rencontres ufologiques européennes, qui rassemblaient de très nombreuses associations et groupements. On pourra en parler plus en détail, peut-être, une autre fois aussi. Oui, on met ça dans nos plans. J'ai à présent une autre question. Est-ce que aujourd'hui, en 2020, l'hypothèse extraterrestre est toujours recevable ? Bien sûr, plus que jamais. Avec la quantité d'exoplanètes qui sont identifiées actuellement, je pense que nous sommes les seuls à croire que nous sommes tout seuls. Donc pourquoi pas l'hypothèse extraterrestre, d'autant plus que sur le plan scientifique, il ne faut pas faire preuve non plus de nombrilisme et de tout ramener à notre incompétence, à notre niveau d'incompétence, c'est-à-dire que pourquoi pas d'autres civilisations pourraient avoir développé des technologies qui leur permettent d'accomplir des voyages beaucoup plus lointains que ce que nous sommes capables de faire. Donc pourquoi pas, pour moi l'hypothèse extraterrestre n'est pas du tout à jeter, par contre les autres hypothèses ne sont pas à négliger non plus, loin de là. Et aucune hypothèse n'exclut les autres. Il peut très bien y avoir aussi des intraterrestres, pourquoi pas des communautés sous la mer, par exemple, puisqu'il y a bien des Oani, et pourquoi pas de l'interdimensionnel aussi, extradimensionnel, pas inter, mais plutôt extra. Alors j'aimerais rajouter une question. Qu'est-ce qui te motive en ufologie ? Quel est ton moteur ? Ah, le goût de l'aventure. Faut jamais passer à côté de l'aventure. Merci Anne de ta réponse. Il me semble que Jenny a des questions pour toi. Bah vas-y Jenny, c'est à toi. Eh bien, bonjour Anne. Selon toi Anne, qu'apportes-tu à l'ufologie ? J'aimerais apporter un travail sérieux, déjà, des enquêtes de qualité, un travail suffisamment rigoureux et documenté pour apporter une connaissance supplémentaire des phénomènes sur la région parisienne, puisque nous sommes basés à Paris et en Île-de-France. Dis-moi, qu'est-ce qui te décourage le plus en ufologie ? Je crois qu'il faut lutter contre soi-même aussi, parfois. Parce que c'est l'ampleur du travail, l'ampleur de ce qu'il faut accomplir déjà pour réussir une enquête de qualité, pour avoir suffisamment d'enquêtes pour pouvoir faire des corrélations, des liens, l'ampleur de ce qu'il faut lire, de la culture à acquérir pour pouvoir analyser correctement les phénomènes. Et pouvoir aussi débunker un peu les méprises, éviter de se perdre. Voilà, on est souvent découragé par l'ampleur de la tâche. Après, il ne faut pas se décourager, il faut y aller quand même. Eh bien Anne, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions envoyées par les auditrices et auditeurs. Nous allons à présent faire intervenir par téléphone l'ufologue Rémi Fauchereau du département de l'Yonne, président de l'association d'études des phénomènes aériens, AEPA, qui va répondre également à vos différentes questions. Nous interviendrons également par moment. Bonjour Rémi. Bonjour Jenny. Selon toi, qu'apportes-tu à l'ufologie et que restera-t-il de ton travail dans le futur? Alors, ce que j'apporte à l'ufologie, c'est original. C'est-à-dire que moi, je me suis pas intéressé à l'origine, à l'ufologie en général, c'est-à-dire l'ufologie française ou l'ufologie mondiale. J'ai choisi un secteur bien particulier, l'ufologie départementale, c'est-à-dire celle de mon département. Et il y en a aussi qui choisissent l'ufologie de la région. Mais la région, j'ai trouvé petit à petit que plus j'étudiais mon département, plus l'ufologie régionale, c'est-à-dire comprenant plusieurs départements à l'époque, 4 départements généralement, c'était déjà quelque chose de trop vaste. Parce que quand on prend un département et que l'on le fouille bien, on s'aperçoit que c'est déjà énorme à faire. Et en fait, ce que je voudrais qu'il reste, quand même ce que j'ai fait, le travail que j'ai apporté en ufologie départementale, que ce travail-là reste, mais aussi que l'idée de l'ufologie départementale, elle reste et elle soit reprise par différentes associations qui pourraient se créer dans les départements, si ce n'est déjà fait, et que les gens, enfin les ufologues de terrain puissent faire le même travail que moi, ou l'améliorer. Et puis avec les moyens qui seront des moyens certainement plus modernes que les miens,
Et puis donc faire le même travail. Et puis, par exemple, au lieu de faire un livre, ils pourraient mettre un site internet et puis mettre tout leur compte rendu sur le net, un peu comme le GEPAN, ou faire une sorte de base de données comme le GEPAN a fait, comme l'ufologie Finistère a fait, ou des choses comme ça. Donc c'est ça qui serait intéressant à faire du local, c'est-à-dire de faire du local. On a tout le monde fait du national, tout le monde fait du mondial, ou alors tout le monde prend un cas seulement comme Roswell et puis on en fait un bouquin. Ça c'est bien, mais ça a été fait quoi. Alors maintenant il faut faire du local. On prend une petite région et puis on fait du local, on l'exploite, on la fouille à fond et puis on voit ce qu'il en ressort. Et puis c'est très utile après pour faire des statistiques au niveau départemental, les reproduire après, étendre ces statistiques au niveau national, voire même au niveau mondial par la suite si tout le monde fait ça. Mais là il y a encore du travail à faire. Merci Rémi. Qu'est-ce qui te décourage le plus en ufologie? Les bagarres, les luttes de clans, les luttes d'ego, et puis aussi les extrêmes de l'ufologie, les extrêmes aussi bien sceptiques que croyants, parce que ça n'amène jamais rien de bon. Et comme en politique, pour garder un juste milieu, il y a comme ça qu'on peut avancer. Et toi Jenny, qu'est-ce qui te déçoit en ufologie? Le manque d'objectivité, puis l'influence des théories personnelles sur les témoins et les enquêtes. Je peux pas dire mieux que ça. Enfin, de la franchise. Eh bien, c'est rafraîchissant. Merci Jenny de ta réponse. Ah ben, ça fait plaisir. Donc, tu as reçu chez toi, au mois d'août, Bruno et Anne du Guy. Oui. Qu'as-tu pensé du Guy? Non, c'est très bien le Guy. Au contraire, je les encourage à continuer dans cette voie-là. Faut qu'ils la fassent leur association et puis qu'ils la fassent vivre surtout. Donc des enquêtes de terrain et puis alors avec évidemment que ces enquêtes de terrain débouchent sur quelque chose. Ils veulent faire un livre sur le sujet, bien qu'ils le fassent. Au contraire, ils veulent faire 10 vidéos, qu'ils les fassent. On leur a donné un peu l'exemple, que ce soit toi ou moi, de ce qu'on pouvait faire. Toi pour les vidéos, moi pour les enquêtes. Merci Rémi de ta réponse. Définitivement, le temps passe vite parce qu'on est déjà rendu à la 3e pause, 3e et dernière. Donc, restez avec nous, on revient dans quelques minutes. Nous sommes maintenant à la dernière partie de l'émission. Attention, souvenez-vous que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas forcément. Merci beaucoup. Nous retrouvons le Guy qui vont répondre à vos questions. Alors, question de Jean-François Primo de l'ADIPAN. Oui. Donc Jean-François Primo qui est aussi reporter au DFTV du Québec. Est-ce que l'échange des données à l'international est important en 2020 et le fait-on assez ou pas assez? Pour moi, c'est pas assez. C'est pas assez. Oui. Alors, l'échange d'informations, il existe quand même via le net. Oui. On arrive à savoir ce qui se passe, les observations qui ont lieu, etc. On arrive à avoir les renseignements, mais pas complètement. En revanche, il n'y a peut-être pas assez d'interaction entre les ufologues pour s'échanger peut-être des similitudes. Pouvoir communiquer plus facilement. Oui, rechercher. Au niveau des infos. Ouais. C'est ce qui manque. Mais est-ce que c'est faisable aussi? Parce que, aujourd'hui, on a les webinaires, on peut se rencontrer à plusieurs et discuter. Mais en ce moment, c'est compliqué quand même. Avec le confinement. Mais bon, on y arrive quand même. Oui. Hein. C'est faisable. Est-ce que la Covid-19 a tué l'ufologie de terrain? Pour nous, non. Parce qu'on a eu des nouveaux cas très intéressants. En plus des nouveaux cas, on a enquêté par téléphone. Oui. C'était super. On doit revoir les gens parce qu'on ne les a pas vus physiquement.
Mais on a eu des témoignages fantastiques et ce sont des amis d'amis avec le téléphone. Moi j'ai eu le cas de Denis. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai eu le cas de Denis, qui est un de mes amis, qui m'a décrit son aventure. Et moi c'est une de mes amies qui m'a dit tiens je connais quelqu'un et là j'ai osé décrocher mon téléphone et en fait le Covid ça a créé des situations où les gens étaient tellement isolés qu'en fait ils recevaient plus agréablement le fait que quelqu'un les appelle. Et ça leur a permis de se livrer, en fait, peut-être de plus façon facilement. plus confiante. Et moi, ce qui est marrant, c'est que c'était un ami, j'étais pas au courant qu'il avait fait une observation d'OVNI en 1985. Et il me l'a avoué pendant le Covid. Ouais. Non, vraiment, ça a rien bloqué du tout. Non, sauf les réunions. Sauf les réunions, oui. Là, forcément, les repas ufologiques, par exemple, ou OVNI Paris, les conférences ont été complètement annulées. Et ça, c'est vraiment très dommage. Il n'y a rien qui vaut le contact physique personnel entre les gens, les discussions. Ça crée des liens d'amitié aussi. Merci Anne et Bruno pour votre réponse. Nous allons poser exactement la même question à Rémi Fauchereau qui est toujours en conversation téléphonique avec nous. Alors Rémi, d'après toi, est-ce que la Covid-19 a tué l'ufologie de terrain ? Pendant un petit moment, oui, on peut dire que pour l'année 2020, c'est ce qui s'est passé, puisqu'on n'a pas pu sortir pour aller enquêter sur le terrain suite à des témoignages quand même que j'avais reçus dans Lyon. J'en ai reçu quelques-uns, je voulais y aller pendant l'année 2020. Je les avais reçus en 2019, là. Et donc, je pensais continuer à faire mon ufologie de terrain pendant l'année 2020. Ben, j'ai pas pu y aller. J'avais 2-3 enquêtes à faire. Une du côté de Sens, une du côté d'Auxerre. Je voulais aussi aller voir, Gina Desmarais à Cornan pour enregistrer justement le témoignage du Lot que j'ai reçu parce que la personne, qui est une personne, bien sûr, un témoin indirect, voulait accepter de se faire filmer pour me raconter en détail toute l'affaire de cet OVNI qui était en forme de notes. Et elle acceptait d'être filmée et tout, donc j'ai eu une occasion de le faire, et là j'ai pas pu le faire non plus, il faut que j'attende, j'espère qu'en 2021 ça ira mieux et que je pourrai reprendre mes enquêtes de terrain. Toujours une question de Jean-François, donc doit-on prendre en considération l'année 2020 au niveau statistique des observations ? On verra l'année prochaine. On verra l'année prochaine, plutôt. Pas trop se projeter sur 2020, oui. Je pense qu'il y a eu des observations cette année, et je pense pas que ça ait eu un grand impact, en fait. Non. Je pense que si on doit voir quelque chose, on le voit. Quoi qu'il arrive, c'est tellement aléatoire que ça peut être en allant vider ses poubelles. Et je pense que les gens, ils ont continué à vider leurs poubelles pendant le Covid. Donc tu peux sortir sur ton balcon, puis hop, tu vois quelque chose. Et tomber sur quelque chose de fabuleux. Je pense pas que c'est un impact majeur. Non. Toujours Jean-François, devrions-nous réviser la façon de compiler les statistiques ? Et si oui, quelles seraient les données à enlever ou à rajouter ? C'est une bonne question. Très bonne question. En fait, parfois en statistique, il y a trop d'informations. Beaucoup de colonnes vides. Quand je regarde par exemple la base du GEPAN, c'est très complexe à utiliser. Et il n'y a pas les informations qu'il faudrait. Par exemple, quand on étudie des communes, il faut les codes INSEE, il ne faut pas le code postal. Et il faut que ce soit systématique. Il ne faut pas qu'un coup il y ait le code département, un coup c'est la région, un coup on a la commune. Il faut beaucoup de systématique dans la constitution d'une base de données. Et il faut éviter les informations où la colonne elle est remplie qu'une fois tous les 200 témoignages. Sinon ça ne sert à rien. Non, il n'y a pas d'intérêt. Donc je dirais qu'il faut limiter les informations. Alors après il faut trouver les bonnes informations à garder. Faire une bonne sélection. Voilà. Et après, il faudrait harmoniser tout ça. Oui. Et comme les bases de données que font les ufologues, par définition, sont toutes différentes, et ben c'est un travail titanesque. Ouais, je le confirme. C'est titanesque, vraiment. Je sais même pas si quelqu'un pourrait y arriver. Ah ouais, mais
si on peut commencer pour que les générations futures poursuivent, ce serait merveilleux. C'est ça, ça serait très bien. Ouais. C'est ça le but surtout. Ouais. Le problème, c'est que ça puisse avancer. J'ai remarqué, je sais pas si vous savez, que quand des nouveaux arrivent en ufologie, ils refont les mêmes choses que les anciens. Ah bah, ils font les mêmes erreurs. C'est ça. Et c'est ça justement qu'il faut pas faire. Pouvoir innover. Voir les choses autrement. Et puis ça tourne, et c'est l'infini, quoi. Et j'ai remarqué, on a tendance à ajouter des colonnes tout le temps. On ajoute des informations. Ah, mais ça, je l'ai pas. Ah oui, mais il faut l'ajouter. Et à la fin, ça fait un truc énorme. C'est trop énorme. Et... ça fait peur aux témoins. Oui. Et puis, c'est pas utile. Il faut que ça soit un questionnaire qui soit très simple pour le témoin. Après, ce qui serait intéressant à faire, c'est de l'analyse textuelle. Oui. C'est-à-dire qu'à partir des récits, puisque tout est différent, tout est toujours différent, c'est à partir du récit du témoin faire de l'analyse textuelle avec un peu d'intelligence. Alors là, ça serait artificiel. Et là, ça serait intéressant, ça serait de faire des corrélations entre les cas. D'aller chercher des liens entre les cas. C'est-à-dire qu'on met tout ça dans une grande moulinette qui va chercher des corrélations entre les cas. Ça, on n'a pas encore assez exploité cette piste-là. Parce que c'est nouveau et puis il faut des gens qui ont la compétence, ce qui n'est pas simple. Mais si quelqu'un l'avait, ce serait vraiment très bien. Ce serait une bonne chose. Quels sont vos équipements en enquête? Est-ce que vous avez des compteurs, un compteur GGR, une boussole, échantillonnage en cas d'erreur, etc. On voudrait bien. Hein. On aimerait. C'est un budget aussi. Il vous a pas montré sa valise d'enquête? Si, il nous a montré bien sûr. On a une boussole, mais on a l'essentiel déjà. Ouais, il faut qu'on fasse. Déjà, on a un très bon appareil photo, une bonne caméra. Il nous manque le micro, ça serait tellement mieux. On a un enregistreur. Et puis après, s'il fallait faire des analyses au sol ou des analyses, il nous manque surtout le détecteur électromagnétique, le compteur GGR. Ça, on l'a pas actuellement. Bon, c'est vraiment un investissement, donc ça sera peut-être pour un peu plus tard. Par la suite. En même temps, il y a rarement des cas où il y a vraiment besoin de ça. Oui. C'est souvent trace tout seul, c'est plutôt rare. Ça s'est passé pas tout de suite ou pas il y a 2 jours, mais plutôt il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois. C'est rarement très proche. Et donc on peut imaginer que même si on revient une semaine après, les traces auront déjà commencé à disparaître. Pour l'instant, on n'a pas les moyens, mais bon, ça viendra. Par la suite, on espère, non Voilà, pouvoir développer. Les témoins qu'on a rencontrés, ils ont témoigné pour la première fois, mais c'était des cas d'il y a plusieurs années. Donc, ils ont voulu garder l'anonymat pendant des années, et là, ça a été révélé. Ouais. Mais ça viendra. Je pense que le K2, c'est un truc qu'il va falloir que j'acquière assez rapidement. D'accord. D'après toi, est-ce que les équipements sont vraiment essentiels en enquête, en veillée, bref, sur le terrain? Personnellement, je pense que ça dépend des équipements et des ufologues. Par exemple, si un simple téléphone peut faire réagir un détecteur d'électromagnétisme, on n'utilise pas ce détecteur-là, point. Et puis... Excuse-moi de t'interrompre, Jenny. Dernièrement, sur la page Facebook La Zone Insolite, il y a eu plusieurs messages par rapport à des traces au sol et la radioactivité de ces traces et du sol environnant. Tu peux nous en parler un petit peu? Il faut savoir que certains sols sont de nature radioactive. Si un ufologue le sait pas, il faut l'apprendre, puis c'est très important, sinon ça induit en erreur. Mais tu sais, Jenny, ce genre de méprise arrive souvent. À trop vouloir y croire, certains se perdent. Devrait-on davantage prendre les techniques de recherche du faux science? C'est bien, c'est intéressant. C'est intéressant. Très intéressant. Oui. Après, s'ils sont des techniques par exemple de caméra, de détection, il faut savoir où les mettre. Parce que malheureusement, la durée de vie de ce type d'appareil, déjà c'est assez coûteux à mettre en place. Et la durée de vie, si on les installe à certains endroits, elle peut être très courte. Oui. Il suffit de peu de choses pour qu'un matériel soit dégradé. Oui. Donc c'est à la fois très intéressant, mais compliqué. Compliqué à la fois, oui. Et ça suppose quand même des moyens assez importants, pour la plupart. Si on parle de détection, par exemple,
Donc là, il faudrait peut-être des structures plus péchues. Oui, c'est ce qui manque, ça aussi. Pour réussir à financer un réseau d'observation, par exemple. Mais c'est très intéressant, ça devrait se développer davantage. Encore une question pour l'assaut. Oui. Est-ce que vous allez développer des protocoles de recherche? On en a déjà. On en a déjà, oui. On est allé demander des conseils à Rémi Fauchereau. Rémi Fauchereau, des anciens ufologues qui ont un peu plus d'expérience que nous. Et on a un protocole déjà qu'on a mis en place avec des questions types. Oui. Et aussi la manière aussi de faire valider par le témoin le récit. C'est-à-dire, voilà, il faut qu'on ait une confirmation du témoin qui puisse la valider. Ouais. On recherche la validation. Donc là, ça rentre dans le protocole. Oui. Et on va essayer d'améliorer notre questionnaire, mais on ne veut pas faire un questionnaire... On veut que ça soit simple pour le témoin. Voilà. On ne veut pas faire un questionnaire où il y a trop de questions. On va finir par se perdre. C'est pas l'intérêt. Donc on va rester simple au niveau des questions. Alors à l'avenir, vous avez mentionné tout à l'heure vite fait un livre. Quels sont vos projets futurs? Ah bah continuer les enquêtes déjà, au maximum. Enrichir déjà la matière des cas. Et mettre un peu de structure dans nos observations. On va essayer de structurer notre travail en différentes catégories. On va faire, peut-être par type d'observation, c'est-à-dire on va les classer. Les triangles, les engins en forme de soucoupe. Les engins en forme de soucoupe ou les objets autres. Et peut-être aussi toute une partie, on va dire, paranormale ou frontière du paranormal, avec des cas un peu inclassables et qui peuvent être intéressants. Et continuer donc de répertorier et commencer à écrire, en fait. J'ai eu un cas aussi qui a rien à voir avec l'ufologie, mais c'est un cas d'élémentaux. Donc on nous a remis ça. J'ai le croquis que j'ai établi par le témoin. Donc c'est un petit tête de petite taille, à peu près entre 50 et 80 cm de hauteur. Poilu, très poilu, avec une petite tenue. Comme les Ewoks. Comme les Ewoks. Donc ça, c'est un cas qu'on m'a remis sur les élémentaux. Et que ça s'est déroulé en plus en Seine-et-Marne. Très proche de l'observation de 77, en plus. Et le témoin, donc, ça s'est passé comment, ce cas? Ah bah c'est un cas en fait assez ancien, ça s'est déroulé début des années 90. En fait c'est un collègue de travail qui m'en a parlé. Il avait une envie pressante en fait. Il a assisté à une observation tout à fait exceptionnelle. En fait il a vu 3 êtres de tailles différentes. Le père, la mère et son petit enfant en fait. Et il a été intrigué par l'apparence des êtres. Et ils avaient des petites tenues. C'était ça qui était quand même assez impressionnant. Des petits vêtements. Oui. C'est mignon. Voilà, donc ça prouve qu'il y a des cas quand même assez particuliers dans ce secteur-là. Voilà. On ne sait pas dans quel niveau on se situe en fait. On les situe, voilà. Si c'est du paranormal, du terrestre, du... voilà. Mais c'est bien de préciser. À la frontière, du paranormal. Alors Rémi, puisque là nous sommes dans la zone insolite dans l'émission Enquête de terrain, qui est aussi écoutée donc au Québec, aurais-tu un petit message pour les auditeurs et auditrices de cette émission de radio? Un petit message, oui, bien évidemment. Moi, je suis en France. J'ai fait de l'ufologie départementale, donc j'étudie un terrain qui est Lyon. Alors évidemment, les auditeurs et les auditrices québécoises ne connaissent pas forcément le département que j'étudie. C'est quelques 80 000 habitants dans un petit département. Ce qu'il faut en retenir de tout ça, c'est l'idée, c'est-à-dire prendre une petite zone d'un endroit, d'un pays, d'une province, et puis l'étudier avec une petite association qui sera formée dans ce petit
cette petite zone géographique pour justement la fouiller complètement et puis essayer de tirer le maximum de témoignages, parce que je suis bien sûr qu'au Québec comme en France, au niveau local, on n'a pas toutes les informations, tous les cas, etc. Il y en a certainement qui ont échappé aux enquêteurs. Tout le monde ne s'est pas manifesté, et donc il faut aller chercher ces cas auprès des témoins. Alors, ils peuvent toujours... moi, ce que j'aime bien, c'est faire une sorte de publicité, un peu, par des affiches, OVNI appel à témoins, ou dans des rubriques dans les journaux, etc., d'OVNI appel à témoins et tout, et vous verrez que vous aurez beaucoup de cas de gens qui se signaleront, et vous pourrez ainsi augmenter vos bases de données sur la recherche ufologique que vous pourrez faire ou que vous serez amené à faire. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant de voir ce que dans une petite zone, dans un petit département, ce qu'on peut recueillir comme témoignage. Vous verrez, il y a beaucoup de choses qui vous ont sûrement échappé parce qu'il n'y avait pas assez d'enquêteurs. Il y a en plus le Canada ou le Québec qui est grand. Et donc, c'est quelque chose à faire, certainement qu'il reste à faire même au Québec, je pense. Faut pas hésiter à le faire. Eh bien Rémi, je te remercie d'être intervenu donc par téléphone dans notre émission Enquête de terrain dans la zone insolite sur la radio FM CJMD 96.9 Lévis. Merci à toi, merci d'avoir répondu. Oui, merci à vous tous, oui. Peut-être que nous te retrouverons dans une autre émission. Oui. Ça nous fera plaisir de te retrouver aussi pour que tu partages l'histoire et les différents témoignages de ton petit territoire, comme tu le dis, le département de l'Yonne. Oui, moi aussi, ça me fera plaisir de vous porter à votre connaissance un peu toutes les nouveautés, parce qu'il y en aura, ça n'arrêtera pas. Même si c'est des cas anciens, j'arriverai à en avoir encore, parce que c'est ça justement, les cas anciens, même aujourd'hui, en 2020, on en reçoit encore, des années 90, par exemple. Voilà, j'ai des cas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais parlé et qui sont prêts à parler maintenant. Il suffit de savoir qu'il y a une structure dans leur région et ils en parlent. Merci Rémi, je te souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Moi aussi, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Alors Jenny, qu'as-tu pensé des invités de notre deuxième émission? C'était vraiment sympathique. J'aime découvrir des nouveaux ufologues puis connaître leurs futurs projets. Sinon, Gilles, j'ai cru comprendre qu'il y a quelqu'un en ligne, un de nos futurs invités. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. C'est avec plaisir que je participerai à cette émission qui est absolument intéressante et sympathique. Merci Gilles, donc rendez-vous en 2021. En 2021, voilà, on va achever cette année de merde 2020 pour aborder 2021 qui ne semble pas être elle-même sous les meilleurs auspices. Mais soyons optimistes, peut-être que on aura l'occasion de se réjouir si la pandémie nous dit au revoir. Et on lui dira au revoir et un coup de pied aux fesses en partant. Oui, tout à fait. Eh bien, rendez-vous l'année prochaine. À l'année prochaine. Et bonne fin d'année à tous. Il est maintenant temps de vous laisser. Attends, Jenny. Voyons. Tu as oublié de mentionner et remercier quelqu'un. Déjà que la dernière fois ça a été coupé, ça serait bien le remercier cette fois-ci. Oui, en effet, Hybrid Boy. C'est l'artiste musical qui nous permet d'utiliser sa musique au cours de nos épisodes. Donc, merci beaucoup. Oui, et effectivement, Hybrid Boy nous a beaucoup aidé dans d'autres séquences et vidéos, dont les émissions IFO sur ODH TV. Oui, c'est vrai. Et Jenny, au fait, dans l'introduction, on a oublié de préciser quelque chose de très, très important. Le nom de ta fondation sur le suicide. On l'a pas dit? Non. Il s'agit de la fondation David SC. D'accord. Et tu l'as créé quand déjà?
J'ai commencé à écrire en mai dernier, en mai 2020, mais c'est toujours en création parce que je manque un peu de moyens. Et comment t'es venue l'idée de faire cette fondation? C'était parce que je vivais personnellement avec ce souci de la santé mentale, des idées suicidaires. Et puis, c'était pour rendre hommage aussi à une personne que j'ai beaucoup aimée dans le passé, qui s'appelle David. Et donc, c'est en honneur à son nom. En tout cas, moi, je tire mon chapeau sur ce que tu réalises, donc ta fondation, et puis aussi tes autres combats sociaux que tu réalises. Oui. Merci beaucoup. Ça serait bien d'ailleurs que vous autres, auditrices et auditeurs de la Zone Insolite, allez faire un petit tour sur la page Facebook qui s'intitule Fondation David SC. Voilà, les liens seront d'ailleurs affichés en commentaire sous la publication de notre émission sur la page Facebook La Zone Insolite. Oui. Eh bien, Jenny, déjà, moi, je tiens à te remercier pour cette nouvelle émission, donc qui rassemblait de nombreux ufologues, tels que Bruno Botta, Anne, et aussi Rémi Fauchereau, et à la fin, un tout petit peu Gilles Durand, donc secrétaire général de l'association du Sceau, que nous aurons plus longtemps au cours de notre prochaine émission. Oui, je te remercie toi aussi, Gilles, pour les entrevues que tu accordes avec eux. Alors, je tiens également à vous informer que vous pourrez réécouter cette émission en podcast. Ça sera diffusé d'ici quelques heures sur la page Facebook La Zone Insolite, sur Zone Parallèle également, et aussi sur nos pages respectives. Hélas, c'est déjà la fin donc de notre émission Enquête de terrain. Je tiens également à vous informer que la semaine prochaine, vous aurez d'autres personnes qui feront donc une émission sans frontières sur l'ufologie. Les informations, bien sûr, à suivre sur la page Facebook La Zone Insolite et sur le site internet également, de la Zone Parallèle. Jenny, un dernier petit message, un dernier message à transmettre à nos auditeurs. Je remercie nos éditeurs de nous suivre et d'être avec nous. Zone Insolite à toutes les semaines avec toutes les invités, toutes les équipes différentes et donc avec nous aussi. Et puis si vous avez des questions qui vous trottent dans la tête par rapport aux invités de notre émission de ce soir ou de cet après-midi, ça dépend sur quel continent vous êtes. Si vous avez des questions par rapport aux invités de notre première édition, ou même par rapport à tous les invités qui passent dans toutes les émissions dans la Zone Insolite, n'hésitez pas à envoyer tout ça en commentaire. Les personnes y répondront de suite. Donc moi je vous souhaite à tous, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite donc une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et à très bientôt dans la Zone Insolite. Au revoir. Au revoir. Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre subconscient.